Allez, retour sur le plateau de la matinale avec notre député Mansour Kamardine qui, dans la première partie... Vous auriez pu dire notre député bien-aimé. je laisse nos auditeurs choisir. En tout cas, ce qui est là, c'est une réalité. Notre député Mansour Kamardine, qui dans la première partie de cette émission a appelé au rassemblement dès lundi, puisque c'est Mayotte française qui est en jeu, si l'on en croit, ces déclarations. Najim Amada, qui est venu sur ce plateau, candidat au sénatorial, expliquait clairement qu'il s'agissait d'une manipulation politique. Et que on faisait sortir ça parce que certains partis politiques, et peut-être le vôtre, Mansour Kamardine, seraient en difficulté au niveau des sénatoriales, donc il fallait sortir un truc, et ce truc, c'est ça. Manipulation ou pas? Oh, je sais pas, j'ai pas entendu mon cher bâtonnier Najim dire dans ses propos, mais si vous le dites, c'est qu'il les a tenus. On va partir de cette idée-là. Je ne suis pas sûr que ce soit les Républicains qui ont signé la feuille de route. Je ne suis pas sûr que ce soit les Républicains qui ont mis en ligne les photos qu'on voit, sur lesquelles on voit les deux ministres signer la feuille de route. Je ne suis pas sûr que ce soit les Républicains qui ont publié un communiqué dans lequel il est indiqué qu'on remet l'antenne d'Anjouan, qu'on va rendre les visas gratuits, et ainsi de suite. Non, je crois il ne faut pas sous-estimer la situation dans laquelle nous vivons. Il y a une feuille de route qui est signée. De ce que l'on apprend également, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, avec beaucoup de clarté, la feuille de route est mise en œuvre. Je sais également, comme on dit par la bande, disons de sources autorisées, que déjà à l'occasion de la foire qui a eu lieu la semaine dernière, une représentante du comité de tourisme des Comores est allée déposer une liste au moins d'une soixantaine de personnalités comoriennes qui pourraient aller très rapidement, on était le 15 alors que la feuille de route est signée le 12, qui pourraient aller se rendre à Mayotte sans visa ni rien, ainsi de suite, avec une clause de rendez-vous en décembre 2017. Donc je ne suis pas sûr que ce soit de la manipulation. En tout cas, ça profiterait à qui? C'est sûr que elle ne pourrait pas profiter aux Républicains. Nous, on dit tout simplement, et d'ailleurs vous aurez remarqué, moi j'ai commencé à en parler, cette affaire, mais personne ne m'a écouté. Rappelez-vous, je crois aux alentours du 30 août, la ministre de l'Outre-mer a fait un discours à Paris où il réunissait les élus nationaux. Dans son discours, elle a annoncé le visa Outre-mer. Dès le 3 ou le 4, quand il était ici, j'ai dénoncé avec fermeté cette idée que je trouvais inacceptable. Et le 12, ils ont signé dans le dos des Mahorais, personne n'a été associé. Et puis on apprenait que le 15, déjà, ils sont venus avec une liste de 60 personnes à négocier avec Eurostral pour voir comment les gens pourraient venir. Donc je crois qu'il n'y a pas de la manipulation. Et donc j'invite tous les Mahoraises et les Mahorais, notamment nos responsables, de ne pas se laisser manipuler et diviser. Nous devons, dans cette affaire, nous réunir. J'appelle tout le monde à se ressaisir, à éviter les manipulations d'où qu'elles viennent, et que nous nous organisions pour défendre ce qui finalement fonde notre vie commune, qui est Mayotte française. Histoire de clarifier bien les choses pour ceux qui nous rejoignent, notamment cette feuille de route, on nous a expliqué sur ce plateau il n'y a pas si longtemps que ça que c'était juste un document de travail, qu'il n'y a pas de signature d'engagement, et on nous a même dit, vous allez voir que en décembre on va continuer à travailler sur cette feuille de route. Alors où est la vérité? Est-ce que c'est un document de travail ou il y a déjà des choses qui sont décidées et mise en application? Je vous ai dit encore tout à l'heure que je ne peux pas répondre sur le fond puisque je n'ai pas la feuille de route. Ouais. Une chose est certaine, c'est que cette feuille de route est signée. On l'a vu formellement, les images, les photos qui sont en ligne, tous ceux qui ont accès à Facebook et autres ont vu les photos. Donc il n'y a pas de doute, le document a été signé. Ensuite, il y a les éléments que le Quai d'Orsay a voulu donner. Et quand on nous dit que, on va remobiliser l'antenne d'Anjouan. 2, on va favoriser le regroupement familial. 3, on va permettre aux autorités de venir, ainsi de suite. 4, on va faire le visa sera gratuit, ainsi de suite. 5,
que cette feuille de route entrera en vigueur à compter du 1er octobre, c'est-à-dire demain, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est simplement un document. Moi, à mon avis, c'est une décision qui est prise et qui échappe au contrôle du Parlement, parce qu'on est là dans le champ de compétences exécutives, et donc ça revient au gouvernement, au ministre de le faire, et c'est tout. Voilà, donc je crois nous avons encore une fois intérêt à la jouer serré et collectif. Toujours dans l'épisode clarification, on peut lire ici et là la notion de pétrole. Alors, une question très claire. Est-ce que, oui ou non, comme on peut le lire dans certains médias au niveau parisien, sur certains sites d'information, sur certaines pages Facebook, est-ce que, oui ou non, la France a passé des accords avec les Comores pour le pétrole et en échange aurait potentiellement dit on va vous redonner les Comores mais filez-nous le pétrole? Le jour où le gouvernement acceptera de publier la feuille de route, je répondrai avec beaucoup de clarté à votre question. En revanche, vous avez raison de poser cette question, de la soulever, parce que c'est aussi une question que je me la pose. Pourquoi cette feuille de route? Nous avons une presse, notamment de la presse régionale, l'Écho Austral, je crois, qui a publié un article qui lie la feuille de route à l'exploitation du pétrole aux Comores. Parce que, comme vous le savez, je ne vous apprendrai rien que l'actuel ministre de l'Environnement, pour faire court, Nicolas Hulot, a pris des décisions pour interdire la recherche, l'exploitation des zones pétrolières sur l'ensemble du territoire national, et donc à Mayotte. Ce qui fait que le seul endroit où la France a intérêt ou peut encore agir pour avoir la main sur l'exploitation notamment du pétrole, c'est probablement vers cette zone-là. Est-ce qu'il y a un lien? On peut le supposer. Pour clarifier tout ça, il appartient au gouvernement de publier la feuille de route. Je crois que nous sommes dans une démocratie où la transparence est requise. On nous a tout le thème de campagne du président Macron était la transparence politique. Donc je crois que là on est en plein dans le domaine de la transparence politique. Les Mahorais ont besoin de savoir, les Mahorais veulent savoir. Samuel Bocher, une question à vous poser, monsieur le député. Je reviens au communiqué de Ramlati Ali, elle explique qu'un grand électeur était au courant. Mais au demeurant, on s'en fout. On s'en fout de savoir si quelqu'un était au courant ou pas. C'est pas là le fond. C'est plutôt l'unité aujourd'hui qui doit prévaloir sur les élus pour faire front contre cette feuille de route, n'est-ce pas ou pas? Moi, j'observe, j'avais déjà répondu au début, mais vous ne me pousserez pas à polémiquer avec Madame Ramlati. Vous ne me pousserez pas à polémiquer avec elle parce que j'ai besoin d'elle. Les Mahorais ont besoin d'elle. Les Mahorais ont besoin de tous les Mahorais dans ces moments difficiles. Ce que j'observe en ce qui me concerne, c'est que tout simplement la France a tout fait et nous devons être vigilants pour éviter d'être piégés. La France a tout fait pour écarter les Mahorais des discussions à la demande des Comores. Personne n'a oublié aujourd'hui qu'il y a à peine un mois, les Mahorais, notamment les élus, nos maires, devaient aller à Moroni dans le cadre d'une conférence. Et que les Comores ont refusé le visa aux Mahorais. Ce qui m'a réjoui quelque part, parce que refuser le visa aux Mahorais alors qu'on dit qu'ils sont des Comoriens, donc à la limite ils n'ont pas besoin de visa, mais leur refuser le visa, c'est quelque part reconnaître que Mayotte était française. Donc ils peuvent continuer à leur refuser le visa. Nous, on va leur accorder les visas, mais encore une fois, je demande, parce que moi aussi je les aime bien, plus que les Français, parce que ce sont mes voisins, ce sont mes cousins, ce sont mes frères, tout ce qu'ils veulent, eh bien on leur donne les visas pour aller à Paris. Et puisque vous me poussez jusqu'à mes derniers retranchements, je voudrais dire une chose. Cette fois-ci, à l'endroit de celles et ceux, ici ou là, un peu partout dans le monde, qui disent que je suis moi-même ou natif d'Anjouan ou natif d'un parent anjouanais. J'aurais bien aimé, parce que je vois que nos amis anjouanais ont beaucoup de chance. Ici, par exemple, ils ont la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent et personne ne leur dit rien. J'aurais bien aimé pouvoir être dans leur situation. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Ma mère est née à Sada. Mon grand-père est né à Sada. Ma grand-mère est née à Benatsa. Mon père est né à Mangajou. Mon grand-père est né à Sada.
Ma grand-mère est née à Mangajou. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir directement ou indirectement, aussi longtemps que j'ai pu remonter la pente, avoir de la famille à Anjouan. Tout comme on me dit que ma femme est anjouanaise, j'aurais bien aimé pouvoir avoir une belle femme anjouanaise. Ma femme est une très belle femme de Bouini, et ainsi de suite. J'aurais bien aimé avoir... enfin bref, voilà, je n'ai pas eu cette chance. Alors on peut toujours m'attaquer et ainsi de suite. Ça ne changera en rien dans ma détermination de défendre la cause mahoraise, parce que je l'ai hérité justement de mes parents qui sont eux-mêmes originaires de Mayotte. On va y revenir évidemment. Flo, une réaction? Oui, moi, en tant que simple citoyen, j'ai quand même une question. Bon, la polémique, elle est là, qui que ce soit qui ait fait quoi, mais il y avait tellement d'attentes après ces élections venant de ce nouveau gouvernement, tellement d'attentes de la population en termes de sécurité, d'éducation. Le premier truc qui nous tombe sur la gueule, c'est ça. Il y a quand même une grosse douche froide là, non? On va vers de gros problèmes. On va vers de gros problèmes, effectivement, si le gouvernement ne prend pas la mesure de l'attente et de la colère. Mais vous savez, moi je suis clair dans mon esprit, parce que tout ce que je vous dis là, je l'ai dit à nos responsables à Paris. J'ai fait le tour à l'Élysée, à Matignon, à l'Outre-mer. Partout, j'ai dit attention, il y a une grosse attente, il y a une grosse souffrance, il y a, comment dirais-je, il y a de la colère. On est assis sur un volcan. Donc, le gouvernement fait ce qu'il fait. Ce que je souhaitais à travers ce que j'ai été dire, c'est que demain, les gens ne puissent pas dire « Ah, on ne savait pas ». Je crois que personne ne peut dire que je ne savais pas. Pendant tout ce mois qui vient de s'écouler, je suis allé partout. J'ai mobilisé les médias nationaux. Il y a eu Causeur la semaine dernière. Là, je pense, dans les jours qui viennent, il y aura aussi, si ce n'est fait aujourd'hui, il y aura également Ouest France qui va publier, et ainsi de suite, un article, une interview que j'ai donnée. Tout ça, pourquoi? Je ne fais pas ça pour le plaisir de le faire. Je le fais pour justement sensibiliser l'opinion nationale. Mansour Kamardine, j'ai le sentiment, et vous allez me dire si je me trompe ou pas, qu'on est en train de revenir en arrière. Dans les années 70, on se battait pour rester français. Et là, on est en 2017 et j'ai l'impression d'entendre des choses qu'on m'a expliquées, qui sont déjà passées. Il faut se battre pour pouvoir rester français, encore aujourd'hui en 2017. Je ne sais pas s'il faut se battre pour machin, mais c'est en tout cas, cette mesure nous replonge dans le passé. Et donc nous devons être mobilisés, nous devons être vigilants. En même temps, nous devons également rester vigilants sur tout ce qui touche au développement. Je parlais tout à l'heure de colère, parce que des difficultés sociales majeures traversent ce territoire. Donc nous devons, à mon avis, être vigilants et toujours continuer à militer pour que le sort de nos populations puisse être amélioré. Expliquer, quand je parlais tout à l'heure des remplacements, expliquer comment peut-on comprendre qu'on refuse un certain nombre d'aides sociales à Mayotte, qu'il suffit de prendre l'avion et faire 2 heures pour aller à La Réunion et les obtenir, ou aller à Paris pour les obtenir. On ne pourrait pas les donner ici et fixer les gens ici, où ils seraient heureux parce qu'il n'y aurait pas de déchirement culturel, il n'y aurait pas de séparation des familles, et ainsi de suite. Donc il y a des vrais questionnements qui se posent. C'est pour cela que nous n'avons aucun intérêt à nous diviser, à nous chamailler sur des questions parfois de détails. Je crois que la question de Sam est pertinente. La question centrale n'est pas de savoir quel grand élu ou petit élu était informé d'une éventuelle feuille de route. La certitude qui m'habite, c'est qu'aucun des élus mahorais n'a été associé ni en amont ni en aval à l'établissement, à la rédaction de cette feuille de route. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui ait vu le brouillon. Si j'en crois ce que dit ma collègue Madame Ramlati, elle doit être la seule chanceuse à pouvoir l'avoir lu. J'espère qu'elle a la copie, et en tout cas, une fois encore, si elle a vraiment la copie de ce document, je lui demande de grâce, dans l'intérêt de la paix sociale, de le publier aussi rapidement que possible. Sam, une question.
Oui, vous êtes un empêcheur de tourner en rond aux Comores aujourd'hui, et la presse comorienne titre un article justement en vous insultant, à mon sens, en vous traitant de pompier pyromane. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction, c'est qu'au moins aux Comores, ils ont identifié au moins un élu de Mayotte qui s'oppose aux velléités qui sont entreprises pour essayer de détourner le choix des suffrages de nos parents qui ont été faits. Et donc, encore une fois, un sentiment de fierté. Nous avons fait le choix de la France. Je l'ai dit au président Azali quand j'étais député sur la période 2002-2005, c'était en 2003, je l'ai dit, Monsieur le Président, les Comores ont choisi en 1974, le 22 décembre 1974, le choix de la souveraineté internationale, de l'indépendance. Félicitations. Les Mahorais ont fait le choix de la colonisation, nous en sommes fiers. Aujourd'hui encore, je suis fier d'être un département, une région ultra-périphérique de l'Europe. Deux mots tout de même sur l'actualité sociale. Le conseil départemental qui est en grève depuis plusieurs jours, des perturbations de barge. On vous a vu même sur les photos attendre, comme tout le monde, la barge qui ne venait pas. Deux mots également sur ces agressions qui sont de plus en plus fréquentes, des agressions au couteau, pas plus tard que hier, encore avant-hier, un collégien qui a été éventré. Il est entre la vie et la mort. Ça vous inspire quoi tout ça? D'abord, s'agissant de... Vous me posez plusieurs questions. Deux questions. Le social et la sécurité. Deux questions, parce que peut-être votre temps est fini, et vous voulez que je réponde en deux mots. Je dirais que je suis heureux que le dialogue ait été repris au Conseil général et que les gens discutent, c'est très bien, parce que nous sommes dans un pays démocratique et nous avons besoin de dialogue social. Il est repris, c'est une excellente chose. Je ne désespère pas que les partis dans ce conflit trouveront un terrain d'entente et qu'ils en sortent. Je pense qu'il y a une évolution, puisque vous nous avez annoncé tout à l'heure que les barges ont commencé à fonctionner ce matin, ce qui veut dire que demain, si je dois prendre la barge, je n'aurai pas à attendre encore, comme ce fut le cas à l'image que vous disiez. S'agissant des agressions, oui, je crois que tout cela montre que nous sommes dans une situation assez délicate. C'est pour cela que je dois participer lundi aux travaux de la session extraordinaire au cours de laquelle sera examiné le projet de loi relatif à la sécurité intérieure, parce que ici aussi nous avons des gros soucis de sécurité. Merci beaucoup Mansour Kamardine d'être venu sur ce plateau. Je ne sais pas si je dois être heureux d'avoir entendu ce que j'ai entendu ou pas, mais il y a quand même des choses qui sont inquiétantes. En tout cas, il y a un appel qui est lancé pour ce rassemblement prévu dès lundi. On sait qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui viendront dès dimanche soir dormir sur la place de la République, où un campement risque d'être monté sur la place de la République, et ce pour plusieurs jours. Merci en tout cas, monsieur le député, d'être Pour venu. une fois au moins, la place de la République le campement sera fait par des Mahorais. Oui, mais je ne sais pas si on a le droit d'utiliser cet espace alors que c'est un espace public, un campement sauvage. Alors là, ce serait vraiment bon, je veux pas parce que tout le monde peut l'utiliser sauf les Mahorais, voilà, qui n'est pas mal. Ouais, c'est une habitude à Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.